Bonjour et bienvenue dans Réponse d'experts, le format hors série de We Love Mobility. Vous avez des questions sur des sujets en immigration professionnelle, protection sociale ou détachement? Ça tombe bien, nous avons des réponses expertes. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, et chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir un ou plusieurs experts qui viendront vous donner les réponses à vos questions. Retrouvez-nous sur LinkedIn pour suivre l'actualité du podcast et nous poser toutes vos questions. Salut Alban. Hello Caroline, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réponse d'experts. Aujourd'hui, ensemble, on va parler naturalisation. Tu es notre expert en interne et tu vas tout nous expliquer. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, Alban? Bien sûr. Merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Alban, juriste de formation et consultant et chargé d'affaires en immigration professionnelle depuis près de 3 ans aujourd'hui au sein de France Immigration. Donc, je suis également référent naturalisation au sein de l'équipe. Donc, la naturalisation est un service qu'on a mis en place depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Donc, un service qui s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement de nos collaborateurs dès leur arrivée en France jusqu'à l'achèvement de leur processus d'intégration en devenant français. Et alors, la naturalisation, qu'est-ce que c'est? Très, très bonne question. Déjà, il faut distinguer entre 2 types de naturalisation. C'est vrai qu'on va se focaliser spécifiquement sur la naturalisation par décret. Donc, la naturalisation, c'est une procédure administrative par laquelle une personne de nationalité étrangère obtient la nationalité française par déclaration, donc par mariage ou par décret. C'est quoi la naturalisation par décret? C'est la naturalisation où la personne deviendra française par rapport à son intégration et à son assimilation à la société française. Donc, en gros, ce qu'il faut pouvoir distinguer ici, et l'un des éléments fondamentaux de la procédure de naturalisation, c'est la question de la volonté d'appartenance à la communauté française. Plus concrètement, l'usager jusqu'au moment où il acquiert la nationalité française a la qualité d'étranger, donc ce qui est distinct de l'attribution de la nationalité française d'origine. Et pourquoi c'est important? Alors, la naturalisation va être surtout importante pour l'usager, car elle marque ici une très grande étape dans sa vie, dans son parcours d'intégration professionnelle et économique et en France, donc qui va être concrétisé par l'obtention justement de ce fameux sésame. Est-ce qu'il y a des risques particuliers? Oui, comme toute procédure. C'est vrai que en matière de naturalisation, le risque va être relatif par rapport à la personne. Donc, la naturalisation n'impacte pas directement le droit au séjour de l'usager sur le territoire français. Donc, plus précisément, en cas de refus de naturalisation ou en cas d'ajournement, l'usager ne s'expose pas à recevoir ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français, comme c'est le cas en cas de refus d'un renouvellement de titre de séjour. Donc, le risque, il est minime. On a la perte aussi de certains droits dans le pays d'origine. Pour certains pays, on a la non-reconnaissance de la double nationalité. Ça peut être le cas du Cameroun, ça peut être le cas de la Chine. Donc, l'usager qui devient français perd automatiquement la nationalité de son pays d'origine. Donc, le droit à l'héritage, le droit à la propriété peut être remis en question. Comme autre risque, on a le risque de refus ou d'ajournement de la demande de naturalisation entraîne une grosse perte de temps pour l'usager, pour le demandeur, donc ce qui pourrait avoir des impacts sur les projets de l'usager. Donc, c'est pourquoi je parlais de risques qui sont assez relatifs par rapport à l'usager en question. Pour d'autres usagers, cela ne peut pas être considéré comme une perte de temps. Or, pour d'autres, cela le sera. Donc, c'est pourquoi c'est super important, avant de déposer un dossier de naturalisation, de s'assurer de bien remplir les conditions avant de déposer un pareil dossier. Et c'est pourquoi nous, on recommande en interne de se faire accompagner. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Comme un exemple le plus concret et ce qui arrive le plus souvent, c'est généralement pour les pays qui ne reconnaissent pas la double nationalité. Donc, j'ai parlé du cas du Cameroun, le cas de la Chine. Donc, la naturalisation pour les usagers qui proviennent de ces pays-là, c'est un renoncement pour pouvoir intégrer une nouvelle communauté. Donc, pour un usager qui avait des ambitions politiques ou même des ambitions économiques, cela ne sera plus possible. Peut-être des ambitions économiques dans une certaine mesure, mais dans certains pays, on a le principe le fait de privilégier les nationaux. Donc, cela pourra avoir un impact sur les projets économiques de l'usager. Est-ce que tu as déjà rencontré des cas de blocage dans la gestion de tes dossiers de naturalisation? Oui, bien évidemment, c'est monnaie courante. Les blocages qu'on rencontre même le plus, c'est pour les dossiers de naturalisation, parce que c'est des dossiers qui sont très longs. Les procédures sont très longues. Et l'un des éléments bloquants et l'un des éléments qui revient le plus souvent, c'est la question des délais. Depuis
février 2023, les procédures de naturalisation par décret, donc par rapport à notre assimilation, à l'assimilation à la communauté française, ont été dématérialisées. On s'est dit qu'avec la dématérialisation, les démarches seraient beaucoup plus faciles, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, on assiste de plus en plus à des files d'attente électroniques, donc ce qui impacte fortement les demandes des usagers. C'est le cas, par exemple, à la préfecture de Nice ou de Lyon, où les délais peuvent être portés à 4 ans dès dépôt de la demande. Donc, ce qui reste quand même très, très, très long. Et cela peut paralyser, en fait, l'usager. En cas de déménagement, le dossier peut être transféré, donc ce qui aura encore un impact sur les délais. Si l'usager, au cours de la procédure de naturalisation, perd son emploi, cela peut aussi être considéré comme un inconvénient, justement, lors de l'étude de ce dossier-là. Par ailleurs, on a la langue, la maîtrise de la langue, qui de plus en plus devient un frein pour pouvoir acquérir la nationalité française. En ce moment, le niveau de langue qui est exigé, c'est le niveau B1, avec l'évolution justement du droit de l'immigration professionnelle, notamment la loi immigration de 2024, le niveau a été rehaussé, et avec la circulaire du ministre de l'Intérieur par rapport aux naturalisations, le niveau a été rehaussé au niveau de B2. Donc, ce qui rend plus ou moins difficile l'accès à la nationalité française pour des personnes qui ne sont pas francophones. Alors, Alban, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les grandes étapes d'une demande de nationalité française? Alors, je veux me axer principalement sur la demande de nationalité française par décret. Donc, la première étape, c'est le montage du dossier, l'envoi de la demande. Une fois que la demande elle est envoyée, une fois que le dossier il est complet, l'usager reçoit ce qu'on appelle un récépissé de complétude. Donc, il atteste ici du caractère complet du dossier de naturalisation. Après, on a la phase d'instruction par l'administration. Puis, l'usager est convoqué plus tard pour un entretien d'assimilation. Donc, le but sera de pouvoir tester son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et son niveau d'assimilation à la société française. Après l'entretien d'assimilation, le dossier est transmis par la préfecture à la sous-direction d'accès à la nationalité française. Parce que ce qu'il faut noter ici, c'est que la préfecture ne prend pas de décision. Elle fait une proposition de naturalisation qu'elle soumet à la sous-direction d'accès à la nationalité française. Et c'est cette direction-là qui prend la décision de naturalisation. Après, le dossier est transmis au service central d'état civil pour l'établissement de l'état civil français. Le dossier est ensuite retourné à la sous-direction d'accès à la nationalité française pour l'apparition au journal officiel. Qu'est-ce que la nouvelle circulaire du 2 mai 2025 apporte en termes de changement dans les dossiers de naturalisation? Très bonne question. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que la circulaire apporte des modifications en ce qui concerne 3 grands points. Donc, le premier va être le critère d'assimilation à la communauté française. Donc, comme on a eu à parler tout au long, on a le relèvement du niveau de connaissance de la langue française. Donc, il passe d'un niveau B1 à un niveau B2. Le texte d'application sera publié dans les prochains mois pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026, comme prévu par le législateur. On a l'adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République comme condition d'entrée dans la communauté française. C'est super important. Plus concrètement, à côté de l'entretien d'assimilation qui existe déjà, il y aura désormais la mise en place d'un examen civique dont le but sera de tester le niveau de connaissance du demandeur de l'histoire, de la culture, de la société française ainsi que des droits et des devoirs conférés par la nationalité française. Le deuxième grand critère, c'est le comportement du demandeur, dont le demandeur va devoir justifier d'un parcours exemplaire, ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation, ne pas avoir été en situation irrégulière en France, ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ça peut être le cas d'une OQTF, d'une interdiction de retour sur le territoire français communément appelé IRTF, non expressément abrogée. Et le troisième critère, qui est le dernier, c'est l'autonomie du demandeur. Donc, ça va prendre ici en considération l'insertion professionnelle du demandeur qui va être appréciée sur 5 ans. Le demandeur va devoir justifier d'un contrat à durée indéterminée de plus de 12 mois à la date d'examen de la demande de naturalisation ou une continuité de travail sous contrat à durée déterminée sur une période de 24 mois. Et le demandeur, in fine, va devoir justifier des revenus au moins égaux au SMIC hors prestations sociales. Et dernière question, quelle serait ta recommandation? Alors, l'une de mes recommandations va être, pour pouvoir déposer un dossier de naturalisation, il faut s'assurer de bien remplir les conditions pour que la demande puisse passer comme un courrier à la poste, se faire accompagner, car un dossier de naturalisation bien monté est un dossier qui sera systématiquement accepté, fait appel à France Immigration, à la rescousse. Et on t'appelle directement, Alban. Très bien, c'est ça, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux We Love Mobility ou bien en commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, on se retrouve dans un mois pour le prochain hors-série Réponse d'experts. À bientôt.